Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Djibril Gueye, expert financier, spécialiste de la Banque islamique et de financement halal. M. Gueye, merci d'avoir accepté notre invitation. Au Sénégal, on compte 25 banques et 4 établissements financiers. On parle de plus en plus de finance islamique, mais beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas c'est quoi la finance islamique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi la finance islamique? Merci M. Diop. Je crois que c'est une question importante qu'on peut aborder sans un tout petit peu revisiter le paysage bancaire au Sénégal. Comme vous l'avez dit si bien, il existe 25 banques classiques avec une banque islamique et Coris Bank aussi qui fait la même chose et 4 établissements financiers. Mais juste cette question que les Sénégalais ne connaissent pas la banque islamique, la finance islamique, si, les Sénégalais connaissent la finance islamique. Mais c'est parce que la finance islamique n'est pas encore développée en termes d'activité dans le pays. Il existe des structures qui aujourd'hui ont cette mission de vulgariser la finance islamique, de la faire approprier aux acteurs et agents économiques de tous ordres. Mais il reste maintenant qu'il y ait véritablement des institutions financières islamiques dédiées qui pourraient, au même titre que les banques classiques, accueillir les Sénégalais et résoudre les problèmes de financement des agents économiques au Sénégal. Mais quelle est la différence entre la finance islamique et la finance classique? C'est une différence structurelle d'abord, parce que tout simplement, ce n'est pas dans les mêmes conditions de mobilisation. La finance islamique répond à des conditions de licité dans sa mobilisation, dans sa distribution, dans ses conditions d'octroi et de remboursement. Au même titre que la finance classique, parce que ça, les principes de la finance en principe, qu'ils partagent avec la finance classique. Mais la finance islamique, c'est une finance qui respecte les principes de l'islam, qu'on peut définir par ses aspects ibadat, que c'est sans intérêt. La finance islamique ne finance pas des activités prohibées. La finance islamique est dans l'entente entre l'emprunteur et le prêteur. La finance islamique ne finance que des actifs sous-jacents, ne donne pas des crédits de trésorerie ou dans des cas extrêmement rares. Et la finance islamique ne fait pas d'intérêt. Donc voilà les principes immuables du mode de financement islamique. Mais la banque classique, vous allez, on vous prête de l'argent, on vous donne de l'argent. Alors que semble-t-il que c'est à la finance islamique, on ne vous donne pas de l'argent. C'est un des principes fondamentaux de la finance islamique. L'actif sous-jacent détermine les conditions d'octroi de crédit. Ça veut dire que, contrairement à la finance classique, qui peut donner des crédits de trésorerie, la finance islamique en général ne finance que des actifs. Il est dans l'économie, elle est dans l'économie réelle. On veut des investissements, la finance islamique quantifie les investissements, se rassure des investissements et vous aide à accéder à ces investissements-là en te les octroyant suivant des conditions. Les produits et services financiers sont nombreux et chaque service financier et produit répond à des besoins de financement réels sur le mode de financement de l'entreprise. Donc je crois que de ce point de vue, les différences sont énormes. Parce que, par exemple, du point de vue intérêt, on parle que la marge en finance islamique, il y en a qui disent que c'est la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. L'intérêt en finance classique, c'est la location du crédit étalé sur des années et que l'on paye. Et l'intérêt appliqué, l'intérêt apparent, le taux d'intérêt apparent peut être très différent du taux effectif global. Et que le taux d'intérêt en finance classique est rare fois négociable et dépend du taux directeur de la Banque centrale. Alors qu'en finance islamique,
il n'y a pas de taux d'intérêt, il y a la marge. La marge veut dire quel est le peu que l'institution financière ajouterait à ce qu'il vous octroierait comme emprunt pour permettre à l'institution de vivre quand même. Parce qu'on ne peut en aucune manière emprunter à un taux zéro et prêter à un taux zéro. Sinon l'institution en elle-même n'en vivrait pas. Donc, en termes clairs, j'ai une usine, je veux faire un prêt dans une banque islamique qui fait de la finance islamique. Ce que je fais, je donne mes besoins à la banque et la finance va acheter mes besoins et me les remettre. Mais il ne me donne pas de l'argent. Il y a un type de crédit qu'on appelle la murabaha, c'est la revente. C'est effectivement un des produits que l'emprunteur peut demander à la banque en termes d'investissement, de se faire acheter ses investissements par la banque et effectivement, et après rembourser suivant les conditions de la banque. Il y a d'autres produits qu'on ne peut absolument pas énumérer ici, mais il faut retenir que le principe en finance islamique, c'est le financement de l'actif sous-jacent. Tous les autres produits qui en découleraient seraient, comme en finance classique, des crédits de consommation, des crédits de construction, mais le principe reste immuable en ce sens que ce n'est pas pour des activités prohibées, ce n'est pas affligé à un taux, et effectivement, c'est en entente entre emprunteurs et prêteurs sur le partage des profits et des pertes, et il n'y a effectivement pas aussi de taux d'intérêt là-dessus. Aujourd'hui, la Covid a frappé le monde, le Sénégal en fait partie. Le diagnostic a été fait, pratiquement plus de 99% des entreprises, des TPE, des très petites et moyennes entreprises sont pratiquement anéanties, ont perdu. Qu'est-ce que la finance islamique fait justement pour financer ces petits projets? La maman qui est dans le cachet, peut-être qui a sa table pour vendre du couscous, mais qui vend aussi un petit restaurant. Qu'est-ce que la finance islamique peut faire pour ces gens de personnes? Il faut d'abord recadrer un tout petit peu ou contextualiser le terme TPE dans notre pays et son importance dans notre tissu économique. Les TPE dans notre tissu économique restent des entités extrêmement importantes. Mais il va falloir d'abord qu'il y ait une définition qu'elles partagent avec toutes les entreprises en termes d'entité, d'unité créatrice de richesse. Mais il faut différencier les TPE qui démarrent, celles qui sont en croissance et celles qui sont carrément en maturité et qui peuvent effectivement être des PME. Donc le Sénégal rencontre ces difficultés de financement avec ces très petites entreprises pour beaucoup de raisons. Il y a d'abord un problème d'attractivité, il n'y a pas de communication, il n'y a pas du tout d'encadrement pour ces TPE-là, il n'y a pas de sécurisation pour leur investissement qui pourrait aujourd'hui rendre effectivement l'intermédiation bancaire assez frileuse. Pourquoi? Parce que c'est des problèmes de résilience, c'est des problèmes d'encadrement, c'est des problèmes d'organisation que rencontrent ces petites entreprises qui pourraient ne pas faire confiance aux banques pour accéder à leur crédit. Mais il faut juste comprendre que ce qui est des banques en termes de mission, de financement de l'économie en passant par les agents économiques, c'est la même chose qu'effectivement qu'il y ait au Sénégal à côté des modes de financement alternatifs, dont la finance islamique. Donc ce que la finance islamique ferait pour ces TPE-là, c'est d'abord il y a une absence de garantie, parce qu'il faut au Sénégal qu'on revienne sur les termes garantis. Les garanties restent aussi la problématique majeure de l'accès au financement pour les entreprises, surtout celles qui démarrent. Il va falloir qu'il y ait une autre ingénierie, une autre approche des garanties sur l'activité pour permettre à ceux qui démarraient de pouvoir démarrer avec les moyens dont elles disposent au démarrage. Quelle doit être cette approche? L'approche serait d'abord de beaucoup plus se focaliser sur l'activité, sur la viabilité de l'activité. La première garantie pour un emprunt, c'est la destination de l'emprunt, la destination du crédit, la destination du financement. Est-ce que l'activité qui reçoit ce financement va émerger, sera viable, sera rentable par rapport au crédit effectivement dont tu fais l'objet? Il faut d'abord ce premier critère. Mais faire en sorte que seules les garanties réelles puissent assurer le crédit, donc ceux qui sont détenteurs d'actifs peuvent accéder au crédit. Et c'est comme ça qu'on perçoit maintenant les banques au Sénégal. C'est pourquoi l'approche doit être à des niveaux différents.
Une TPE qui démarre ne peut pas avoir les mêmes besoins financiers qu'une TPE en croissance. Comme une TPE en croissance ne peut en aucune manière avoir les mêmes besoins en financement qu'une TPE en maturité qui peut être une PME. Donc l'approche serait de voir aujourd'hui les acteurs du financement au Sénégal et faire une approche sociologique du financement. Pour chaque secteur, les secteurs n'ont pas les mêmes besoins de financement, n'ont pas les mêmes approches en termes de crédit. Il y a d'abord les filières, il y a l'organisation des filières en chaîne de valeur qui doivent, pour le Sénégal, franchement, il est temps qu'il y ait un mode de financement spécialisé par secteur et par filière. C'est très important. Je vous ai entendu l'autre jour en bonne émission dans le secteur lait, mais vous rendez compte qu'il y a eu un bailleur à côté d'un acteur et dans leur langage, ils n'avaient pas les mêmes éléments de réponse sur la même question. Et ce qui a été la problématique sur cette question, c'est parce que le bailleur réglait des problèmes majeurs au niveau macro, alors qu'au niveau micro, il y a des problèmes réels de stabilité de la structure économique. Donc pour ce faire, l'approche ne serait pas être dans la routine du financement. Je veux un crédit, voilà les conditions, voilà les garanties, on vous verse le crédit, vous payez par échéance. Ce n'est pas ça l'environnement du crédit maintenant. Il faut, en tout cas pour nous ingénieurs financiers, il faut tailler sur mesure l'emprunt par rapport à l'activité. Les mêmes principes d'octroi de crédit, du vendeur de cacahuètes au pétrolier, restent les mêmes. C'est les secteurs qui diffèrent et tout simplement la mobilisation financière qui diffère. Mais en termes de principe de financement, il faut beaucoup plus se focaliser sur à quoi sert le crédit dans l'activité. Et dans une économie intégrée, la croissance de cette activité dans une entreprise, quel est son lien dans l'économie intégrée. Je crois que voilà des choses sur lesquelles maintenant, nous financiers, nous devons réfléchir. Ne plus être dans le conseil bancaire. Ce n'est pas des logiciels qu'on gère le crédit bancaire. Il va falloir qu'il y ait cette approche, comme en finance islamique, de discussion entre l'emprunteur et le prêteur. D'abord sur l'activité, sur la viabilité de l'activité, sur comment circonscrire l'emprunt à l'activité. C'est comme si on demandait à quelqu'un de manger beaucoup plus. C'est une forme de gâchis. C'est comme si aussi on demandait à quelqu'un de consommer moins que cela. C'est ça aussi un gâchis. Faire en sorte qu'il y ait, comme chez le tailleur, essayer d'être un tailleur dans le financement. Quelles sont les conditions pour que l'emprunt dans l'entreprise puisse profiter à l'activité? Et ici au Sénégal, les structures n'en manquent pas. Regardez, il y a la DPME, il y a la DPME, il y a l'ASN, autant de structures étatiques qui aujourd'hui ont en charge d'encadrement, d'organisation des entreprises pour la facilitation. D'abord à l'accès, mais surtout dans l'intégration économique. À votre avis, il faudrait qu'il y ait une réforme en profondeur avec la nouvelle pandémie pour relancer l'économie par rapport au crédit taillé sur mesure. Ça, c'est une interpellation au niveau mondial. La pandémie nous a beaucoup appris. Il nous a appris d'abord qu'il faut d'abord apprendre à voler de ses propres ailes. Elle est venue à un moment où personne ne s'y attendait et pourtant, il y a ceux qui ont vivoté pour effectivement sortir la tête de l'eau par les moyens du bord. Cela signifie qu'aujourd'hui, les problèmes que nous devons dépasser pour être à cheval sur la croissance, surtout en adéquation avec les politiques publiques, c'est faire en sorte qu'il faut qu'il y ait une réelle prise en compte des problèmes pour chaque entité économique. Faire un mapping pour toutes les formes d'entreprises qui existent et les types de financement en adéquation. Essayer de faire pour l'État surtout les programmes qui sont développés au Sénégal de financement, facilitation d'accès au financement pour être taillés et être accessibles sur les conditions d'accès par rapport aux entreprises. Je donne l'exemple j'ai pratiqué le PALAM. C'est un programme important qui a été financé par la ville pour l'apprentissage des métiers au Sénégal. Voilà un programme qui a prospéré, qui a fait ses preuves dans l'économie réelle, dans les zones rurales. Pourquoi? Parce que c'est un programme financé dans le mode islamique et demander à ce que toutes les formes d'investissement de ce programme-là soient réelles. De la mise en place de l'unité de production
jusqu'à la labellisation des produits par les groupements de femmes qui étaient encadrés. C'est pour dire que ce même principe-là pourrait être aujourd'hui renouvelé. Mais aujourd'hui, à regarder la place financière au Sénégal, les discussions qui se font au niveau du gouvernement, le PAP 2A accéléré, on a l'impression on revient au même principe qu'avant, que la Covid est là, mais on reste sur le même curseur. En tout cas, il est temps que les experts sortent quand même des chantiers battus et faire preuve de beaucoup plus de créativité, de beaucoup plus d'imagination pour adapter les nouvelles conditions de vie que le monde maintenant accueille à cause de la Covid par rapport aux différentes, par rapport à la résilience, par rapport effectivement à la survie de toutes les formes d'entreprise que nous connaissons. Cela signifie, M. Diop, qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir la même conception de financement qu'avant. Parce que dans les conditions de la pandémie, l'activité économique a continué, même si elle a diminué. Mais quand même, l'activité était là. Des programmes ont été développés. Évaluons ces programmes pour voir est-ce qu'ils ont été en adéquation, est-ce qu'ils ont apporté des solutions aux problèmes. Cela ferait au moins une base de réflexion, de pouvoir créer d'autres outils en perspective pour le financement de notre économie et par secteur et par unité de production, de la TPE à la grande entreprise. Mais est-ce que l'un des freins au développement du financement islamique au Sénégal n'est pas dû quelque part à cette approche française que nous avons? Les élites qui sont formées en France, qui ont du mal, même dans l'enseignement, à voir l'arabe, ou bien ce qui provient d'arabe comme étant une haute source de connaissances. Je trouve qu'il faut l'aborder autrement. Il faut dire que ce qu'on demande actuellement, c'est la nationalisation de nos principes à tous les niveaux, économiques, politiques et sociaux. Mais les principes semblent être importés. Quels que soient les principes, même importés, devraient être tropicalisés pour répondre à nos besoins de tous ordres. Je ne peux pas avoir une critique mauvaise sur ce que nous recevons des autres, mais je peux avoir une critique mauvaise sur comment emprunter chez les autres. Les autres peuvent nous donner des principes, mais on peut tropicaliser, contextualiser les principes par rapport à nos besoins factuels. Aujourd'hui, ce dont on a besoin en tant que technicien, ce n'est pas qu'on nous rapporte, ce n'est pas qu'on nous donne. Ce dont on a besoin, c'est avoir les coups des franches pour changer la donne, pour changer l'approche, mais le problème contextualiser l'approche. Le problème fondamental avec la finance islamique au Sénégal, c'est que beaucoup de Sénégalais pensent que la finance islamique, c'est de la charité. Ils confondent. C'est effectivement le principe sur lequel, aujourd'hui, l'État du Sénégal est allé dans un vaste programme financé par la Banque islamique de développement, appelé Promise. C'est un programme de beaucoup de milliards. 47 milliards. 47 milliards, vous le dites bien. Et comme mission principale, installer, promouvoir et exécuter la finance islamique. Mais est-ce que les Sénégalais lambda sentent ces 47 milliards dont on parle depuis plusieurs années? Depuis plusieurs années, on le dit bien, mais un projet aussi à sa durée de maturité avant d'être exécuté. Mais en ce moment, tout ce qu'on peut dire, et ce qui nous est très sûr en tant qu'acteur dans le secteur, le Promise actuellement est en train de se développer dans un cadre stratégique qu'ils doivent effectivement exécuter, et les activités en primauté seraient la sensibilisation, l'encadrement des agents économiques pour les connaissances autour de la finance islamique. Et ça, c'est très important. Mais ce qu'il faut retenir, ne prenons pas la finance islamique comme une finance de charité. C'est une finance comme toutes les formes de finance qui répond aux mêmes critères de rentabilité, de durabilité et de viabilité, servant à financer l'économie, suivant des principes de l'islam. Et comme toutes les activités en finance islamique, M. Diop, faisons la séparation entre les aspects ibadat et les aspects muamalat. Mais aujourd'hui, par rapport les aspects muamalat, je vais insister sur les aspects muamalat. Les aspects muamalat veulent dire en finance islamique la participation, ou du moins l'implication de toutes les expertises en finance islamique.
Pourquoi? Parce que la finance islamique est toujours adossée à un canevas. Certes, mais toujours contrôlé par ce qu'on appelle un charia board. Ouais. Mais le projet annoncé, 47 milliards, on l'a dit à plusieurs reprises, il y a urgence par rapport à la pandémie. Il y a chaque jour que je fais des TPE qui meurent faute de financement. Promise n'a pas vocation présentement de financement. C'est ça aussi qu'il faut dire. Il y a des institutions de financement islamique qui aujourd'hui existent. Kouris Bank le fait. La banque islamique, elle est là. Il y a beaucoup de projets, même de microfinance islamique, autres que, qui effectivement, aujourd'hui sont en instance ou d'agrément. Mais qui semblent invisibles aux Sénégalais. Mais parce que tout simplement, jusqu'à présent, la finance islamique est en balbutiement dans ce pays, c'est ça qu'il faut reconnaître. Mais il faut comprendre une chose, qu'il faut maintenant bousculer les tabous. Le Sénégal a exécuté la finance islamique avant la réglementation. Le programme du Palam qui était initié au Sénégal du temps du président Ouad a été exécuté au Sénégal avec un mode de financement islamique, avec des institutions financières classiques ici, avant que la banque centrale ne puisse effectivement émettre la réglementation. Mais quels sont les résultats que ça a donné? Ça a donné beaucoup de résultats. Lesquels? Par exemple, au niveau rural, dans toutes les régions où effectivement le Parlement a été exécuté, les unités de production qui ont été mises en place par le Parlement, c'est des unités, c'est de l'économie réelle, les unités sont toujours là-bas. Les investissements qui ont été faits pour ces femmes-là, pour la transformation des produits céréaliers et autres, les investissements sont toujours là-bas. L'organisation qu'on a faite d'une plateforme des fournisseurs pour l'accès aux biens, l'accès aux services de ces femmes pour la finance islamique, la plateforme existe toujours. C'est pour vous dire que cette différence-là, elle est à noter. Que si la Banque islamique insiste sur les actifs sous-jacents, c'est pour en avoir le cœur net sur l'économie, sur les investissements réellement exécutés dans l'espace économique. C'est différent. On ne peut pas faire un détournement d'objectifs, par exemple, en finance islamique. On ne peut pas, parce que c'est l'actif qu'on achète. C'est différent de recevoir un produit, un crédit de trésorerie qu'on peut effectivement détourner, mais quand même tout en ayant les moyens de rembourser. Mais en finance islamique, ce n'est pas possible, parce que c'est l'accès à un actif qu'on doit acheter et qui est palpable et visible. C'est l'économie réelle. Mais aujourd'hui, la vendeuse de tchéré, de couscous ou bien de la restauratrice du quartier, quel est son espoir par rapport à cette finance islamique? Beaucoup de choses. Et voilà, pourquoi ça a été important. Regardez, c'est la même chose que le Palam. La vendeuse de couscous ou de cacahuètes, la finance islamique l'encadre d'abord, mais surtout faciliter son accès à ces immobilisations. La vendeuse de couscous, le couscous c'est le produit final, mais il aura besoin de tout ce qu'il faut comme instrument de préparation du couscous. Du petit matériel aux investissements lourds pour produire le couscous. Donc la finance islamique va l'aider à accéder à ces investissements lourds pour la vendeuse de couscous. Parce que la vendeuse de couscous peut avoir des problèmes pour accéder à ces investissements-là. Donc aujourd'hui, l'espoir pour la finance islamique, c'est de venir en alternative la finance islamique, la finance qui existe. Mais cette fois-ci, en aidant les acteurs économiques à accéder aux actifs. Et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, le Sénégal est en avance. Vous vivez quand même dans les journaux aujourd'hui, vous avez vu que le Sénégal commence à rembourser son soukouk souverain. Mais il y a une autre forme de soukouk dite corporate pour les sociétés qu'aujourd'hui, le Sénégal peut développer. Parce que la société de titrisation, elle est là et elle avait réussi pour les soukouks souverains. Il n'y a pas de raison et les conditions sont là pour cette même réussite pour les soukouks corporate. Mais il faut encore beaucoup plus de communication, beaucoup plus de visibilité de ces possibilités-là. Par exemple, vous voyez dans les business plans pratiquement ici au Sénégal, toutes les formes de financement sont claires dans les plans d'affaires, mais la partie financement islamique est toujours absente. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas cette possibilité-là, alors qu'elle existe maintenant. L'État a donné son go avec l'accès à ce soukouk-là, c'est important pour le Sénégal et même dans la sous-région. C'est la même chose pour les soukouks corporate qui peuvent effectivement être exécutés au Sénégal. Et nous y sommes exactement. Nous voulons en sorte qu'il y ait beaucoup plus de communication dans ça, qu'il y ait beaucoup plus de confiance
des grandes entreprises pour l'absorption de fonds importants sur le marché financier islamique. Et c'est possible. Voilà. Monsieur Djibril Gueye, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la finance islamique et du business halal. Vous êtes aussi banquier et financier. Que nous parlions de la finance islamique ici au Sénégal à ce temps de pandémie, en quoi cet instrument pourrait aider les très petites entreprises, les TPE, à s'en sortir. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission avec nous. Merci. Au revoir. Thank you.